Emmanuel Gabla, vous êtes membre du CSA. Première chose, le rapport Lescure vous donnait des pouvoirs supplémentaires. Olivier Schrammeck avait dit, écoutez, le pouvoir de gendarme de l'Internet, je caricature peut-être, vous allez nous expliquer, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous attendez de la loi qui va être débattue en juillet? Ce dont on parle ici, notamment à la table ronde de ce matin, c'est sur les suites de la mission Lescure. Et donc, ça, c'est la deuxième loi. Ça sera la deuxième loi. Et donc, voilà. Notamment la possibilité pour le CSA d'avoir un certain nombre de pouvoirs, en tout cas de compétences dans le domaine de l'Internet. Ce sont des compétences que nous appelons de nos voeux, que nous appelons de nos voeux depuis quelque temps. Le président Boyon avait déjà, à son époque, dit qu'il était nécessaire que nous soyons présents dans ce domaine-là aussi. Nous avons lancé des réflexions sur la télévision connectée, qui est bien entendu à la convergence entre ce monde de l'Internet et ce monde de l'audiovisuel. Et le président Schrammeck également a indiqué dès sa prise de fonction qu'il était important que nous soyons présents sur ce secteur-là aussi. Alors pas en essayant de dupliquer la régulation telle qu'elle existe dans le domaine audiovisuel, mais bien en l'adaptant au monde de l'Internet. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir des outils de régulation fortes comme on l'a dans le domaine audiovisuel, mais plus de parler d'outils de co-régulation, voire d'autorégulation, et d'amener les acteurs à prendre des engagements forts, de façon à ce que les grands principes qui sont présents dans le domaine audiovisuel, mais qui doivent aussi être présents dans le domaine de l'Internet, soient respectés. Vous me permettez de prendre un exemple, je suis très bref. En télévision connectée, vous avez le cas d'un enfant qui est assis sur un sofa et qui regarde son téléviseur. Alors, si on a une série... Un épisode un peu violent d'une série américaine, pour ne pas le nommer, dans ce cas-là, à la télévision, il faudra qu'il soit diffusé après 22h30 et avec une signalétique moins de 16. L'enfant appuie sur un petit bouton, bascule sur l'aspect Internet, et bien il pourra retrouver son contenu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans aucune signalétique. C'est le même enfant, c'est le même sofa, c'est la même télévision, c'est le même contenu. Pourquoi dans un cas doit-il être protégé et pas dans l'autre? On se rend bien compte qu'il faut donc certainement faire en sorte que ces grands principes, qui sont la protection des publics sensibles, qui s'appliquent dans le domaine audiovisuel, s'appliquent d'une façon ou d'une autre aussi dans le monde de l'Internet. Encore une fois, il ne s'agit pas de plaquer les régulations, mais faire en sorte qu'on trouve des modes de régulation, de co-régulation, certainement par le biais de chartes qui soient efficaces aussi du côté d'Internet. Et c'est dans ce sens-là que le CSA veut être un passeur ou un éclaireur vis-à-vis du monde de l'Internet. Il y avait aussi dans le rapport Lescure une partie importante, c'est-à-dire la fin de l'Hadopi telle qu'on la connaît aujourd'hui, et j'allais dire la transmission du flambeau au CSA. Et là, vous étiez plus réservé. Il y a deux aspects dans ce que fait l'Hadopi. La prévention et la répression. La prévention et la répression. Alors la prévention, je crois que c'est totalement indispensable et tout le monde est bien d'accord pour dire que cette mission-là, il faut qu'elle soit poursuivie et je pense que le CSA sera très heureux de la reprendre. Alors il faut donc qu'on discute avec l'Hadopi actuellement pour voir comment ceci peut se faire au mieux, mais bien entendu, nous serons très, très positifs dans cette action. La deuxième partie qui était l'aspect un peu plus répressif. Et là, nous ne disons pas qu'il faut supprimer cet aspect-là. Nous disons juste qu'actuellement, c'est le juge qui est en charge de donner des amendes et que le fait, comme ça a été évoqué peut-être dans la mission Lescure, de transférer ce pouvoir du juge vers le CSA n'était pas forcément la meilleure voie et que ce pouvoir de répression devrait rester au niveau du juge. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit être supprimé. Il y a un troisième aspect dans la mission Lescure qui est tout ce qui tourne autour du donnant-donnant, disons, avec les nouveaux acteurs de l'Internet et ceux les acteurs dits souvent over the top, avec un principe de conventionnement volontaire qui autoriserait et donnerait un accès d'office au réseau, à la distribution, qui peut faire grincer les dents à la fois les opérateurs et les chaînes françaises, parce que pour elles, le conventionnement, il n'est pas volontaire et il est tangible, il se traduit tous les jours en dispositions précises à respecter. Donc est-ce que ce principe de donnant-donnant, c'est quelque chose qui vous paraît jouable, faisable, envisageable et souhaitable? Et de la même manière, sur un certain nombre de dispositifs financiers, il y a un principe qui est posé de faire payer ou de rétablir l'équité fiscale, donc assujettir les services de VOD étrangères à la taxe VOD, etc.
Et en contrepartie de ça, des propositions beaucoup plus immédiates en termes d'applications possibles sur la taxe sur les écrans, sur la TSTD, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque à la fin d'avoir des intentions d'un côté et une application aux acteurs qu'on a sous la main beaucoup plus immédiate? Il s'agit d'avoir une approche un peu plus souple pour le domaine de l'Internet que sur celui de l'audiovisuel. Donc, que les méthodes de conventionnement ou les méthodes de régulation ne soient pas les mêmes, ça me semble une évidence. Et que, effectivement, on parte sur une approche un peu plus souple qui soit du conventionnement, mais qui soit un petit peu plus de la co-régulation. Donc, c'est un conventionnement en quelque sorte volontaire. Mais c'est bien le caractère volontaire de ce conventionnement qui entraînera un certain nombre de droits. Et c'est si vous acceptez de vous faire conventionner et donc d'investir notamment dans la création, dans le financement de la création en Europe, dans ce cas-là, ça vous ouvrira certains droits, par exemple le droit d'être référencé sur les pages des téléviseurs connectés ou éventuellement des box, des fournisseurs d'accès à Internet à un meilleur niveau. Eh bien, c'est effectivement du non-non. Mais ça me semble être effectivement une voie d'avenir et une voie à creuser. Encore une fois, des gens qui ne sont pas établis chez nous, il faut les attirer. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quand tu parlais d'un dispositif plus souple sur Internet, c'était très drôle parce que j'ai vu deux têtes hocher. Il y avait celle d'Olivier Enrard et celle de Jean-Michel Counillon qui avait l'air d'être un peu réservé. Donc peut-être pour commencer par Jean-Michel Counillon sur l'idée de disposition un peu plus souple pour les acteurs d'Internet. Oui, j'ai hoché de la tête, mais je voudrais simplement d'abord resituer le cadre de notre réflexion, nous, sur les conséquences du rapport Lescure, le rapport Lescure lui-même et ses conséquences à venir. Alors bien évidemment, je fais totalement l'impasse sur le calendrier, parce que le calendrier législatif et réglementaire n'est pas du ressort des opérateurs, donc nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire, si ce n'est que la crise qui frappe aujourd'hui le secteur de la télévision est brutale et rapide, et on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Bon. Donc avant de parler du principe de volontariat pour la régulation des opérateurs Internet, je crois qu'il est important de rappeler un phénomène fondamental qui est en train d'impacter l'exception culturelle dans l'univers numérique, qui aujourd'hui est essentiellement l'univers de la télévision numérique. C'est que cette télévision, qu'il s'agisse du service public, de Canal+, ou des chaînes en clair financées exclusivement par la publicité, est en train d'être frappée par une crise économique majeure. Cette crise économique est à la fois conjoncturelle, encore que vu ce qui se passe dans la zone euro, malheureusement ça risque d'être durable, et deuxièmement, elle est aggravée dans le secteur de la publicité par des facteurs structurels que sont l'arrivée des opérateurs Internet sur les budgets publicitaires, sans régulation du tout. La première régie de France aujourd'hui, c'est Google et plus TF1, avec 1,6 milliard de recettes publicitaires dégagées à la fois à travers YouTube et à travers le moteur de recherche, mais également l'arrivée dans le marché de la télévision d'une offre démultipliée d'acteurs qui s'est traduit par une offre publicitaire en croissance exponentielle dans une récession de la demande d'espace publicitaire, ce qui a entraîné une chute des tarifs, entraînant un sous-financement chronique du secteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les remarques que je vais faire derrière sur le rapport et sur les conséquences de ce rapport doivent être teintées de cette analyse-là. Elle est fondamentale, et si on fait impasse sur cette analyse, on ne comprend pas la portée des mesures qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Alors pour revenir très concrètement sur cette mesure, mais il y en a d'autres, il est clair que face à une télévision qui finance... Alors j'ai sorti un chiffre parce que je pense que personne ne le connaît. J'ai cumulé pour 2011 les coûts des grilles de programme des 5 groupes historiques. C'est intéressant de le savoir, puisque dans une grille de programme, on passe en charge tous les investissements qui sont faits en programme, dans tous les genres de programmes. Il n'y a pas que le cinéma, la fiction, il y a le magazine, il y a l'info, il y a le sport, il y a le divertissement. Tout ce qui est aujourd'hui, je dirais, à la disposition des Français et qui aujourd'hui est utilisé, piraté ou réutilisé sous forme de rebond par la nouvelle économie. Et bien ce montant est de 4,1 milliards d'euros, rien que pour 2011. Et c'est ce montant aujourd'hui, c'est le financement de tous ces engagements qui sont challengés par la crise du secteur. Alors quand on nous dit, finalement, les nouveaux opérateurs, il faudrait qu'on puisse les réguler sous forme d'autorégulation, sur la base d'un volontariat,
alors que de l'autre côté, tout le secteur qui finance la création est régulé sous forme de contraintes, avec une régulation très précise qui part du Parlement et qui aboutit, alors bien évidemment à des conventionnements, mais comme elles sont encadrées par des décrets et par des lois, le conventionnement est quand même, la marge de manœuvre est limitée. Pour des opérateurs qui se sont organisés au niveau mondial sur la base d'une évasion fiscale massive et d'une dérégulation et d'un échappé à la régulation traditionnelle, moi je trouve que ce n'est pas la réponse adéquate dans l'asymétrie qu'il y a aujourd'hui, à la fois des enjeux, des crises et à la fois des défis à venir sur la régulation de ces opérateurs. Donc, pour répondre à cette question, oui, j'ai hoché de la tête, parce que face à un système qui finance aujourd'hui 80 à 100% de la création et qui est dans le numérique, il n'y a plus de télévision analogique, pour ceux qui l'auraient oublié, on est dans le numérique partout. Imaginez que ces opérateurs puissent prendre le relais d'un secteur en crise sur la base d'un seul volontariat, c'est ambitieux d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire? Jean-Michel Conillon, pour vous, la réponse adéquate, et c'est un sujet qui est récurrent, mais à un moment vous dites qu'il y a urgence maintenant, la réponse adéquate c'est quoi? C'est des contraintes au groupe Internet ou c'est la dérégulation des fameux 5 groupes qui financent 80% des programmes? Excellente question, Monsieur le Président. Je pense que l'urgence aujourd'hui frappe le secteur de la télévision traditionnelle et le financement des contenus dans l'univers numérique traditionnel. Et que bien évidemment, face aux difficultés que nous aurons dans les mois et années à venir à appréhender les grands opérateurs du net pour permettre un relais de financement sur toute la filière, il faut consolider la filière. Et il faut agir là où on peut le faire, sur la régulation actuelle, pour aménager cette régulation de manière à donner de l'oxygène à la télévision numérique, aujourd'hui, terrestre et filaire et satellitaire. Elle est numérique partout, dans des aspects qui sont aujourd'hui encore intouchés. Je prends un exemple qui n'est pas du tout abordé par le rapport Lescure. Il y a encore des secteurs interdits à la publicité télévisuelle. Alors quand on sait tous que le gâteau publicitaire se réduit de façon extrêmement significative et que c'est une partie du financement non négligeable de la création, continuer à avoir des secteurs interdits pour la télévision, de la publicité sur la télévision, c'est presque absurde en termes de raisonnement. Deuxième sujet, puisque les chaînes de télévision sont confrontées à un marché de la publicité télévisuelle qui est durablement et structurellement récessif, les groupes médias doivent pouvoir trouver des relais de recettes, des relais de croissance dans ce qu'ils font de mieux, dans ce pourquoi ils sont faits, financer, acheter, commander des contenus audiovisuels. Or, pour la plupart de ces contenus, notamment les programmes de stock, ils n'en sont pas par la régulation propriétaire. Donc, impossibilité de mieux amortir la circulation de ces contenus pour consolider un modèle économique très fortement en difficulté sur le marché de la publicité télévisuelle. Troisième piste, nous vivons encore sous la contrainte de dispositifs législatifs qui datent des années 80, c'est-à-dire c'est la préhistoire dans notre monde numérique, les années 80, en termes de concentration média. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de la presse écrite, de la radio et de la télé. Dans le métier de la télé, on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre d'autorisations. Les détentions de capital sont 49%. Un opérateur étranger qui pourrait accompagner un investissement n'a pas le droit de monter à plus de 20%. Enfin, on est sur des postulats qui existaient à l'époque de la grande télévision riche, dominante et adossée à des ressources très rares. Aujourd'hui, on est dans la banalisation avec des offres de contenu qui arrivent de partout et qui arrivent chez le consommateur par tous les moyens. Donc, troisième élément de régulation sur lequel on a les moyens d'agir. Et le rapport Lescure aurait pu au moins ouvrir des pistes de ce point de vue-là. Enfin, quatrième élément, le secteur de la télévision est un secteur surtaxé. Surtaxé, c'est-à-dire au-delà des taxes organiques normales qui existent pour toutes les entreprises, il y a des taxes pour le soutien à la radio associative, il y a des taxes pour le soutien à la presse, il y a une taxe pour le soutien au service public, et il y a une taxe qui est versée au CNC qui est quand même de 5% du chiffre d'affaires des groupes médias. 5%, c'est pas rien quand votre chiffre d'affaires est en baisse de manière significative et durable. Donc, deuxième observation, pour répondre à votre question, cet aspect-là, qui aurait dû être, selon nous, un des aspects fondamentaux de la réflexion du rapport Lescure, pour pouvoir accompagner en proportion
l'impact des mesures recommandées quant à la régulation des opérateurs Internet n'a pas été fait, comme si la télévision aujourd'hui était un régime de croissance, de richesse et d'investissement massif. Donc ça, c'est une des carences, effectivement, que je souhaitais signaler. Merci. Peut-être faire réagir Hervé Rony et puis ensuite Jean-Noël Tron, puisque du côté des auteurs ou de ceux qui produisent des œuvres, on n'a pas forcément la même vision du partage des droits avec les chaînes et les éditeurs et de ce qu'il doit être, mais surtout au-delà d'ailleurs des préconisations, des prescriptions ou des propositions du rapport et de la mission Lescure. Je suis assez en phase avec une partie de ce que vient de dire Jean-Michel Counillon, dans la mesure où il ne faut pas charger la barque à l'excès dans un univers en crise et que nous n'avons jamais intérêt à ce que des acteurs importants d'un marché s'affaiblissent excessivement. Et que moi, j'ai plus à dire contre, c'est pas nouveau, ce qui se passe à Bruxelles. Et je ne mets pas en cause les commissaires européens non élus par rapport à des élus. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui une crise majeure qui se présente à Bruxelles, un problème considérable que nous n'avions jamais eu à affronter dans le passé à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de questions sur le partage de la valeur, sur la fiscalité ne sont pas traitées, le sont faussement, le sont par un certain nombre, alors je ne sais pas, sur des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des femmes politiques, peu importe, finalement ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je constate des problèmes majeurs existent à Bruxelles et que tant que nous n'aurons pas à Bruxelles quelque chose qui soit clair, qui le soit comme ça l'était autrefois, nous irons de problème en problème. La France aura des problèmes avec ses alliés et visiblement, pour que le président de la Commission européenne arrive à taxer la France, alors la gauche française, je ne sais pas, paraît-il, de réactionnaire, les choses prouvent que les choses vont très mal. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est d'abord de ce côté-là que nous devrions tous ensemble, on commence à le faire, mais se poser un certain nombre de questions. Donc de ce point de vue-là, je partage un certain nombre de points de vue qui consistent à dire que les nouveaux entrants sur le marché, il est urgentissime de les traiter d'une certaine façon, en tout cas équitablement avec les acteurs traditionnels du marché. Moi, je ne trouve pas par ailleurs qu'il y ait de faiblesse majeure dans le rapport Lescure. Je l'ai dit, alors je vais passer pour un groupie du rapport Lescure, un fan du rapport Lescure, n'exagérons pas, mais globalement, je pense que le rapport Lescure a fait un travail considérable de consultation d'un nombre considérable de gens et qu'il ne faut pas oublier, j'entends ce qui vient d'être dit, que le rapport Lescure se préoccupait aussi de la question du numérique et partait, même si évidemment ça a été élargi, et partait de la question quand même centrale, cruciale, parce que ça révèle beaucoup de choses, du maintien ou pas du maintien de la réponse graduée, d'Adopi, du comportement et de la relation entre ce qu'on appelle les internautes, comme si d'ailleurs il y avait les internautes d'un côté et les créateurs de l'autre, alors que les créateurs sont des internautes, mais cette opposition. Et que Pierre Lescure a dû réfléchir à mettre un terme d'une certaine façon, je pense que c'était le message, à 10 ans, à tort ou à raison, de conflits larvés entre le monde de la création et les internautes. Madame de la Raudière l'a beaucoup dit et s'en est beaucoup émue pendant des années. Vous continuez et vous vous êtes ému de cela. Vous êtes nombreux au Parlement à vous être ému de cela. Moi, pour le moment, ce que je trouve, c'est que le rapport Lescure fait un nombre considérable de propositions qui vont quand même globalement dans le bon sens pour la création et pour le développement de l'audiovisuel. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la diversité culturelle, le débat qui a eu lieu, j'entends très bien que des opérateurs privés considèrent, TF1 parfois moins qu'M6 d'ailleurs, en tout cas c'est moins caricatural parfois, que la réglementation est préhistorique, elle date, etc. Dans un certain nombre de secteurs, il faut la remettre en cause. Il faut remettre en cause la chronologie des médias. Il faut aller plus loin. Alors, je le dis avec prudence parce que le secteur que je représente du documentaire est moins concerné que les films et donc je ne suis pas tout à fait dans mon terrain lorsque je prends des positions peut-être définitives sur la chronologie. Mais la chronologie des médias, par exemple, évidemment, doit être revue vite. Je suis heureux que Mme Philippe Pétier dise ce matin qu'il fallait la revoir. Le problème, c'est qu'il faudrait que le gouvernement nous dise assez rapidement maintenant quand est-ce qu'on fait quoi. Et pas qu'on prenne par petits bouts des dispositions. Alors,
un coup, on entend parler de la chronologie des médias. Le lendemain, on va probablement entendre parler, on a déjà entendu parler du débat sur le transfert au CSA d'un certain nombre de compétences. Excellente chose au demeurant. Moi, je pense que le CSA doit accepter. J'ai rencontré récemment le président Schramek. Il a dit que nous semblions être en phase sur cette idée que le CSA récupère, entre guillemets, un certain nombre de compétences, évidemment dans des conditions particulière et qui n'est pas, on ne peut pas réguler de la même façon Internet et les télévisions traditionnelles, mais je crois que c'est une bonne chose si, par exemple, le CSA peut saisir le juge judiciaire. Voilà, il y a pas enfin, pardon, mais il n'appartient pas au CSA probablement d'avoir un pouvoir de sanction, mais il appartient au CSA éventuellement de pouvoir saisir les autorités compétentes. Ça, je crois que c'est un point important. En même temps, il y a beaucoup d'inquiétudes, je fais vite, il y a beaucoup d'inquiétudes quand j'entends le retour au Parlement de la licence globale. Voilà, alors on nous refait le numéro de la licence globale, la contribution récréative améliorée, on met en difficulté le gouvernement, bon c'est une question qui concerne aussi la majorité avec elle-même, mais c'est une question sérieuse, je ne comprends pas pourquoi en 2013, alors que Pierre Lescure a fait un effort à la fois pour dire ce qu'il fallait penser de la licence globale de façon posée, pondérée, en ayant reçu tout le monde, pourquoi d'un seul coup, un certain nombre d'élus ressortent ce qui est, pardon, une vieille lune. Il faudrait peut-être qu'on arrête avec la licence globale ou la contribution créative, parce qu'on va nous trouver une autre idée. Maintenant, c'est la prise en compte des échanges non marchands, parce qu'on sait que les échanges non marchands ne font pas de mal à l'économie, mais c'est bien connu. C'est évident que si les gens s'échangent gratuitement des biens, ça ne fait aucun mal à l'économie. Donc le vrai problème, il est là. Il est de se concentrer sur ce que le rapport Lescure a dit, de cesser de multiplier les concertations sur les concertations, parce que là aussi, on va perdre du temps et la technologie va encore on va nous expliquer qu'avec 1 an et demi de concertation en plus, il sera passé différentes choses technologiques. Donc prenons le rapport Lescure, travaillons dessus rapidement, prenons un certain nombre de mesures et travaillons dessus. Et ne refaisons pas à chaque fois le monde, parce que là, on recommence à créer un certain nombre de missions et de sous-missions. Donc moi, je pense que sur d'autres sujets, je vais vite, mais sur l'obligation d'exploitation, par exemple, il y a des choses intéressantes. Dans le livre, c'est dit l'exploitation permanente et suivie. Le rapport Lescure le dit pour d'autres secteurs, je trouve que c'est intéressant. Je pense aussi que quand il fait référence au code des usages j'ai eu l'occasion de m'occuper dans le livre, il l'étend à d'autres secteurs. Alors il y a bien sûr des accords professionnels, mais je crois que pour que tout le monde s'en sorte dans cette affaire, il faut contractualiser. Je parlais de la chronologie des médias, il me semble qu'il faut sortir d'un cadre rigide et contractualiser au maximum. Donc il y a un certain nombre d'éléments où il faut contractualiser. Il faut que la loi renvoie à la contractualisation, fasse confiance. Autant que faire se peut, il le fait, mais au CSA. Alors je sais que c'est compliqué parce que par ailleurs le CSA ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire, donc c'est très compliqué. Il y a une limitation des pouvoirs des autorités administratives indépendantes qui pose un problème au fond, parce que le CSA ne peut pas prendre des règles à portée générale, donc il s'inscrit dans un système de décrets et de lois, donc on est coincé par notre système de droit public, mais c'est vrai que c'est aussi une question parce qu'il faudrait que le CSA, d'une certaine façon, ait plus de pouvoir pour contractualiser au maximum les rapports. Et si on donne au CSA un pouvoir plus étendu, y compris sur Internet, y compris avec des mécanismes de contractualisation, que le Parlement ne se situe pas tous les matins en se demandant s'il faut qu'il adopte la 23e loi sur l'audiovisuel, la 54e loi sur l'Internet et la 12e, voilà, à un moment donné, on pourra peut-être arriver à travailler. Et on nous arrêtera, à nous les créateurs, de nous dire qu'on est en retard d'un train, que les technophiles qui nous donnent beaucoup de leçons de modernité pourront peut-être comprendre que nous sommes aussi modernes et qu'on n'a pas besoin de leçons de modernité, mais qu'on a simplement besoin d'un cadre juridique, et que je connais des auteurs qui sont plus modernes que plein de technophiles, qui travaillent avec les outils numériques, et ça, je crois qu'on a besoin aussi là-dessus de s'entendre. De ce point de vue-là, je trouve que le rapport Lescure a fait aussi un travail assez consensuel. Donc, d'une certaine façon, oui, pas tout le rapport Lescure, rien que le rapport Lescure, mais arrêtons de réfléchir tout le temps à ce que les autres viennent de faire. Et je dirais une dernière chose, par contre, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important. Le seul bémol que j'aurais, c'est, bon, peut-être que Jean-Michel Conillon va dire, ah oui, une taxe de plus, il y a la taxe sur les objets connectés, il y a l'idée d'adosser à la taxe sur les objets connectés la copie privée. Là, moi, j'ai des réserves. Je pense que, quoi qu'on dise, si la copie privée a besoin d'une certaine transparence dans son fonctionnement, elle fonctionne. Les revenus de la commission copie privée de Copie France sont pas mauvaises. Le dispositif, quoi qu'on dise, fonctionne. Et c'est pas parce que des industriels boycottent matin, midi et soir, parce qu'ils ne veulent pas, par principe, ce dispositif, qu'il faudrait casser un mécanisme qui va bien. Et je vois pas pourquoi on viendrait harmoniser par le bas, en Europe, un régime de copie privée qui donne satisfaction et qui est positif. Mais si on veut harmoniser par le bas, on harmonise par le bas. Mais ça, c'est un bémol que j'ai sur le fait qu'il n'y a pas, quoi qu'on pense, mais il y a une polémique fort bien entretenue, il faut le reconnaître, quoi qu'on pense, il n'y a pas de motif majeur de réformer
de fond en comble le mécanisme de la copie privée. Il y a besoin de transparence, ça je suis complètement d'accord, et la transparence c'est un outil nécessaire qu'on doit aux politiques, mais en revanche le dispositif lui-même n'a pas forcément besoin d'être totalement rénové. J'étais un peu vite, un peu dans le désordre, un peu parce vite, qu'il y a un beaucoup peu de long. choses, On a compris oui, que vous étiez fan du rapport Lescure et que vous appeliez à la modification de la chronologie des médias. Donc c'est un mot qui a fait tiquer un petit peu Manuel Alduy, directeur du cinéma du groupe Canal. Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité de modifier la chronologie des médias ? Le sujet qu'on a avec la chronologie, c'est que c'est un code de la route, donc il s'applique à toutes les voitures. Et là, on essaye d'imaginer quelque chose, un nouveau code de la route qui puisse être d'une part volontaire pour des voitures qui viendraient de l'étranger, ce qui est toujours troublant pour des acteurs nationaux qui, eux, n'ont pas eu cette faculté d'être dans le volontariat, dans leur rapport avec la filière. Et deuxièmement, comme tout cadre, il a des contraintes, mais en général, nous, on pense que la régulation protège les œuvres et leurs auteurs et producteurs associés les plus fragiles. Pour revenir sur la mission Lescure en elle-même, on défend une position assez ouverte. Le casus belli qu'on met en avant dans les différentes propositions de la mission Lescure, je vais directement à l'essentiel, porte sur la durée des fenêtres. Il y a un très bon principe dans cette analyse de la mission Lescure qui est le donnant-donnant. Tout ce que l'on finance a des contreparties. Et sur le sujet de la chronologie, les auteurs du rapport proposent qu'un certain nombre de fenêtres soient soit inversées, soit réduites en durée, sans évoquer les conséquences que ces inversions de curseur ou ces réductions de durée de droit puissent avoir sur l'envie des opérateurs concernés de continuer à financer comme avant. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième élément qui, pour le coup, nous intéresse beaucoup. La filière du cinéma, en général, aujourd'hui, souffre parce qu'il y a énormément de producteurs, énormément d'auteurs, énormément de réalisateurs. Il n'y a pas forcément trop de films, mais il y a beaucoup d'intervenants. Et donc, imaginer des dispositifs. On avait participé à une concertation l'année dernière sur ce sujet pour faciliter l'arrivée au public d'un certain nombre d'œuvres qui ont du mal à trouver des guichets parmi les opérateurs traditionnels. C'est toutes les propositions un peu en vrac qui sont suggérées par la mission Lescure sur les dérogations. Ça, je pense qu'il y a matière, on est d'accord pour réfléchir à tout ça, pas forcément dans les modalités proposées, mais il y a un sujet. Ensuite, je termine juste là-dessus, cette mission, elle a énormément détaillé, c'était très utile, les attentes et les comportements actuels du public. C'est très intéressant, je le dis vraiment de façon, enfin on l'a déjà dit, on le répète, elle a complètement oublié, mais totalement, les impacts économiques des propositions qu'elle fait. Donc c'est peut-être à nous maintenant, dans les phases de débat, TF1 s'est exprimé, nous nous sommes exprimés, les différents opérateurs vont maintenant dire en quoi telle ou telle proposition peut affecter leur business. C'est quand même un point assez important parce que les œuvres, elles ne viennent pas comme ça du ciel. Elles ont besoin de se faire. Le cinéma est une industrie qui est une industrie lente. Il faut écrire, il faut produire. Un petit film français, c'est 2 millions d'euros. C'est-à-dire c'est quand même énormément d'argent par rapport à d'autres secteurs économiques. Donc maintenant, on est un peu dans cette phase-là. Comment mesurer tous les impacts de façon assez ouverte et sereine des propositions qui sont indiquées dans le rapport. Manuel, la ministre disait qu'elle espérait voir la négo aboutir rapidement, enfin courant d'automne, donc ça suppose un calendrier un peu serré. En gros, les zones d'ouverture ou les éléments qui peuvent bouger ou que Canal peut envisager de voir bouger sans qu'à votre sens l'intérêt de la filière en soit totalement remis en cause. La chronologie, c'est une négociation interprofessionnelle, donc c'est comme l'Europe à 27. On peut arriver à la fin à un compromis qui ressemble en fait exactement au point de départ. L'avantage du rapport Lescure, c'est qu'il a, je pense, des propositions qui embêtent tout le monde. Chacun dans son coin trouve quelque chose de négatif qui l'affecte directement. Donc
chacun va penser que c'est mieux que ça soit le voisin qui s'assouplisse. Nous, on a assez vite dit, bon, si vous nous dites que les films qu'on achetait pour une durée de 12 mois, il faut les réduire et les avoir que pendant 8, on va faire une règle de 3 sur les obligations. Bon, et après, le reste, tout est négociable. Donc sur le calendrier, je pense que ça peut être assez rapide, hein, parce que ça fait longtemps qu'on en discute. Hein. Chaque année, on discute de la chronologie des médias depuis déjà 4 ans. Donc on connaît à peu près les positions des uns et des autres. Et l'idée, en tout cas, de continuité de l'exploitation, c'est-à-dire d'arrêter les suspensions de fenêtres et d'exploitation VOD pendant la fenêtre Canal ça a un impact aussi. Ça a un impact économique. Pourquoi je ne sais pas si tout le monde est familier au sujet, mais pourquoi quand Canal achète un film, son unique intérêt, c'est que les gens s'abonnent pour le regarder au moment où on l'a à l'antenne. C'est pas que d'autres continuent d'aller le consommer ailleurs. Enfin, sinon, je vous dis du bon sens. Donc, quand on suggère, pour d'autres impératifs qui sont légitimes, c'est dommage, les gens qui ne sont pas abonnés à Canal+, quand Canal+ diffuse un film, il faudrait quand même qu'ils puissent y avoir accès. Bon, d'accord, mais alors combien ? Qu'est-ce qu'on a en échange ? Je pense qu'on trouvera un compromis. On verra en fonction des. D'accord. Donc finalement, il n'y a pas tellement de questions de principe. Tout est affaire d'argent et d'équilibre. Oui, non, parce que le rapport commence par ce régime d'obligation est un système de donnant-donnant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on veut attirer des opérateurs étrangers à tout prix en France. Ben, très bien. C'est une très très bonne façon de voir les choses. On reviendra tout à l'heure peut-être à ce sujet de chrono, mais je voulais, puisqu'on a entendu, du coup, on a parlé cinéma, on a parlé documentaire, on a parlé télévision et peut-être musique, donc avec l'appréciation que porte la SACEM et éventuellement le monde de la musique plus globalement sur ce rapport, sur la place qu'il offre au CSA et puis éventuellement sur les aspects financiers ou les équilibres financiers qui se proposent de promouvoir. Sur cette première partie, puis après on pourra revenir sur les questions liées à ce que Hervé a très bien souligné, à savoir l'ambiguïté de la proposition sur une fiscalité nouvelle que serait cette taxe, puisque je rappelle juste que s'agissant de la copie privée qui n'est pas une taxe, 1/3 des ressources de la copie privée actuelle proviennent déjà de terminaux connectés, téléphones portables et tablettes. Mais très directement par rapport à la question de l'audiovisuel et de sa régulation, alors moi je retiens un point fondamental dont je trouve qu'il a été insuffisamment souligné parce qu'on s'est focalisé uniquement sur la question de la DEPI et de ses relations avec le CSA, c'est qu'on a un rapport qui, malgré tout, pour la première fois, je pense, pose définitivement l'idée que le CSA doit avoir une compétence générale en matière d'Internet. Et ça, c'est nouveau. Ça fait 15 ans qu'on se pose la question. Moi, j'ai, sous d'autres auspices, d'autres fonctions, été à l'origine de la création du Forum des droits de l'Internet qu'on avait créé avec Christian Paul à la suite de son rapport, qu'on avait confié à l'actuelle présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pirotin, puis le forum est devenu autre chose qui est la DEPI. Mais on tourne toujours autour de la même question qui est est-ce que le web est un espace comme les autres ou pas ? Et donc on sait que c'est un espace qui a sa spécificité, mais du monde que j'ai connu pour ma part en rentrant à Matignon en 97, où il y avait officiellement 260 000 internautes en France, au monde d'aujourd'hui où, comme l'a dit Jean-Michel Conillon, l'usage est parfaitement banalisé du web à 60 millions d'internautes. On a désormais un espace normalisé et il était quand même urgent qu'on pose définitivement la question de la pertinence d'une régulation qui, en matière de communication, faisait de fait l'impasse sur l'Internet. Et ça, je trouve que c'est peut-être l'un des apports les moins soulignés et les plus importants du rapport de la mission Lescure. Du coup, je dirais, la question du transfert de tout ou partie des responsabilités de la DEPI au CSA, elle est presque subsidiaire. L'important, c'est qu'on préserve une chose de bon sens, qui est que, premièrement, la vertu pédagogique, elle a été évidente. Alors, là-dessus, il faut quand même arrêter de raconter des histoires. Que, deuxièmement, la mesure de suspension de la ligne, à peu près tout le monde l'a dit depuis un an, est une mesure qui, même si elle a pu être prononcée d'ailleurs tout récemment par un juge, n'est probablement pas une mesure adaptée. Et que, troisièmement, il faut garder une logique de bon sens, qui est que quand il y a vol, il y a sanction. Voilà, ça n'empêche pas que 90% des échanges du web soient non marchands. Quand on s'envoie un mail, c'est non marchand, et ça va aussi pour les œuvres culturelles. Je rappelle que personne n'est obligé de protéger ses œuvres. Hein. On peut parfaitement, si on le souhaite, quand on est créateur, diffuser sa création à tout le monde sans aucune protection. Bon. Et d'ailleurs même, je prends l'exemple de la SACEM, on est une des premières sociétés d'auteurs dans le monde à avoir utilisé les Creative Commons. On peut aussi décider de protéger ses œuvres dans un certain environnement sans pour autant avoir de logique commerciale.
Donc ça, c'est le premier point sur ce qui a été proposé, et sur spécifiquement la question du CSA. Si je puis me permettre ce commentaire de nature un peu personnelle, de grâce, ne galvaudons pas une grande idée qui est enfin de reconnaître une compétence générale au CSA, qui est vitale pour la démocratie, dans tous les domaines. Hein. Liberté d'expression, diversité, par un débat qui se focaliserait autour de la question de la lutte contre le vol de biens culturels sur Internet. Sachant que là, la musique le dit en toute solidarité avec ses voisins, à commencer par Manuel. Pour la musique, vous le savez bien, la question est quand même pour une part dépassée. Hein. La musique légale, gratuite, elle est surabondante sur le web, il y a 30 millions d'œuvres. Et aujourd'hui, les études commencent à montrer en plus un transfert important vers des usages de type YouTube pour ceux qui avant pirataient des contenus. Bon. Il n'y a pas de problème de chronologie des médias. Et là, je voudrais abonder dans le sens de ce qu'a dit Manuel. On ne peut quand même pas balayer d'un revers de la main des modèles économiques vitaux qui sont fondés sur des logiques d'exclusivité. Ça, c'est sur la question précise du CSA. Ne galvaudons pas cette belle idée qu'il va falloir transposer dans le droit. Et si on pouvait éviter d'avoir un débat parlementaire brutal et bref à l'automne avec encore des malentendus et donner le temps au temps, là pour le coup, de la vraie loi, donc j'imagine que c'est plutôt du coup un calendrier 2014 pour son démarrage, qui définissent les compétences du régulateur avec un enjeu démocratique dans le domaine de l'Internet, ce serait formidable. Deuxième commentaire sur ce qui nous a un peu déçus, mais les rapporteurs de la mission Lescure avaient là-dessus un rationnel que nous avons entendu, hélas, jusqu'au bout. C'est qu'on ne s'est pas posé la question de la régulation dans une économie de l'offre comme la musique liée à l'audiovisuel. Alors, je m'explique en un mot. En un mot, hein, parce que l'heure tourne maintenant. Oui, donc justement, vraiment en un mot. On a aujourd'hui un modèle qui marche dans le cadre de la musique, qui sont les quotas radio, hein, 40% d'œuvres francophones et la moitié de nouveaux artistes. Ça fait que la France est le seul marché d'Europe où la majorité de la musique est production nationale. Donc ça marche. Ça n'empêche personne de voir d'écouter les Black Eyed Peas et Adele toutes les semaines sur toutes nos radios. Dieu merci. Les télés sont quand même dans cette situation paradoxale que les grandes chaînes privées qui sont nos partenaires, je prends l'exemple de TF1 qui fait quand même la plus grande émission de musique en grande audience à 20h45 avec The Voice, en font plus pour ce qui est des télés privées que ce que fait aujourd'hui le service public, dit public. Moi j'appelle plutôt le secteur public d'ailleurs, parce que l'émission de service public s'applique à tout le monde. Là on a un vrai sujet. On l'a redit ce matin à la ministre, et je vais vous dire c'est notre unique vrai sujet. C'est comment se fait-il, je voyais à la dernière Taratata l'un de nos sociétaires, Louis Bertignac, je posais la question, imaginons qu'on prenne The Voice et qu'on le mette à l'horaire auquel France Télévisions met ses émissions de musique, c'est-à-dire pour l'instant, elles ont disparu à minuit, il est évident que l'audience ne serait pas la même. Bon. Donc ça, c'est un sujet immédiat et brûlant, ça c'est dire la responsabilité du législateur. Il va y avoir un débat sur France Télévisions, il faut qu'on pose cette question, et je termine. La question, du coup, rejoint aussi la compétence du CSA, parce que, évidemment, dans un univers adapté au délinéarisé, il va falloir, et ça a été toute la bataille pour l'exception culturelle, qu'on pose la question de dispositifs de diversité culturelle dans les nouveaux médias que sont le web. Il ne faut pas tourner autour du pot, et c'est parfaitement faisable. Pourquoi la musique? C'est nous qui avons pris cette initiative il y a un mois, rejoignant avec retard, formidable combat que nos amis du cinéma et de l'audiovisuel avaient mené. Pourquoi la musique s'est mobilisée? Pourquoi, parti d'une pétition à 50, on est aujourd'hui à une pétition à 5000 avec les 4 Irlandais de U2, dont Bono, qui signent pour l'exception culturelle vendredi? Parce qu'il y a un vrai sujet demain, et pas simplement hier. Paul McGuinness, le manager de U2, c'est un des premiers à avoir tenu des positions très dures sur Google il y a un an au Midem. Et donc, et on a 30 nationalités qui se sont battues pour ça. Comment on fait demain sur le web pour qu'il s'agisse de Netflix dans le cadre de la vidéo ou qu'il s'agisse de YouTube dans le cadre de la musique, on fasse quelque chose? On a donné, je termine là-dessus, je te le promets, un chiffre ce matin très intéressant. On nous rabâche que, ça c'est toujours le même discours des médecins de Molière, de l'industrie des télécoms, de l'informatique et du reste, j'en viens. On nous rabâche que comme c'est l'Internet, c'est nouveau, puis de toute façon c'est des jeunes, donc vous ne pouvez rien y comprendre, et puis de toute façon tout le monde maintenant est sur le web. Alors il se trouve que Tous pour la musique, donc la grande plateforme de notre grand secteur incompris et méconnu, mène une action géniale dans les collèges depuis 10 ans, qui s'appelle le Tour de France des collèges pour parler musique. 35 000 jeunes, 11-17 ans, avec à chaque fois tout un atelier sur les usages du numérique, etc. On leur pose une question, où découvrez-vous la musique aujourd'hui? Des 11-17 ans. Les réseaux sociaux, 50,8%. La vidéo online, donc YouTube, 40%. La radio, 60%. La télé, 66%.
Donc on est devant un sujet qui reste plein d'actualité, qui est la présence de la musique dans les médias broadcast et demain dans les médias web. Merci. Merci Emmanuel, je crois que le CSA a une réflexion actuellement à la fois autour de sujets d'actualité, enfin, et de demandes dont il a été saisi, mais plus globalement en élargissant un peu la perspective sur l'exposition de la musique. Nous avons fait une étude globale un peu sur la place de la télévision à la musique et son évolution en termes d'exposition ces dernières années, où force est de constater que l'exposition en première partie de soirée n'a pas connu forcément une dérivée très très positive, pour employer un terme un peu ingénieur. Et donc, on regarde... Je veux dire qu'elle s'est écroulée pour les non-ingénieurs dans la salle. Excuse-moi, Emmanuel. Merci, Jean-Noël. Voilà, donc ce que nous faisons... Alors, en même temps, il y a eu sur certains aspects, certaines chaînes, il y a eu une exposition plus forte, alors due notamment au télécrochet, j'adore ce mot délicieusement suranné, au concours de talent, voilà, plus exactement. Mais tout ceci pour dire que cette exposition de la musique à la télévision pourra certainement être améliorée, et je ne me limite pas uniquement aux chaînes dites musicales, mais c'est de manière plus générale. Mais là, encore une fois, je pense que vous serez très intéressés à lire le rapport que bientôt nous allons sortir sur ce sujet. Un peu de teasing, ça fait du bien. On a eu un sujet... chronologie des médias tout à l'heure. J'imagine que quand on est Warner, c'est peut-être l'aspect sur lequel on est le plus sensible s'agissant du rapport Lescure. Donc est-ce que 3 mois, 18 mois, c'est des bonnes options? Et puis peut-être comment ça s'intègre plus globalement d'ailleurs dans... Alors, oui, le sujet de la chronologie des médias, c'est un gros mikado et c'est difficile de toucher à une fenêtre sans immédiatement créer des déréglementations et des problématiques propres à chacun des acteurs. Moi, je voudrais quand même signaler que je pense qu'en grande partie, ce problème, il est devenu théorique. Et que j'ai des chiffres sur la piraterie de l'an dernier. L'an dernier, 47% des foyers français sont connectés à des sites de téléchargement illégal. Ils ont téléchargé 253 millions de films. Ils ont téléchargé 400 millions d'épisodes de séries télévisées. Et donc, pendant que nous, on est en train d'essayer de négocier, de faire du donnant-donnant pour savoir comment on va pouvoir préserver la chèvre et le chou, je crois que les internautes français, ils ont déjà voté. Et ils ont voté pour une réglementation massive qui est de pouvoir accéder à ces contenus. Donc je pense qu'il est de notre intérêt et de notre responsabilité d'industrie de vite parvenir à un accord qui permette de développer l'offre légale de la manière la plus harmonieuse possible, et effectivement en préservant la capacité de production des acteurs les plus faibles, ça c'est clair. Ça ressemblerait à quoi une chronologie des médias qui remplirait ces conditions? Et peut-être d'ailleurs sur la base, si vous avez des comparables de ce qui se fait aux États-Unis et des équilibres qui se sont trouvés aux États-Unis? Aux États-Unis, il n'y a pas une réglementation, ça se fait de gré à gré, généralement, le choix de la fenêtre. Nous, on est plutôt favorable à un raccourcissement des fenêtres. Il faut rappeler qu'en 2009, il y a eu un passage déjà de la fenêtre vidéo de 6 mois à 4 mois, que dans la même période, les exploitants ont atteint un record d'entrée en passant la barre des 200 millions d'entrées. Donc on sent bien qu'il n'y a quand même pas nécessairement une cannibalisation des différents publics sur différents actes qui sont quand même très différents par leur nature. On ne pourra pas, je pense, rester à une fenêtre à SVOD à 36 mois parce qu'on est dans un monde globalisé et que partout ailleurs, on est sur des fenêtres beaucoup plus courtes. Et que je pense que là, quand on voit, là encore je le dis, l'impact de la piraterie, on doit apporter une réponse qui permette d'apporter une offre de type légal à des gens qui aujourd'hui ont une consommation essentiellement illégale. Et je suis assez d'accord avec un des intervenants ce matin qui disait que ça va adresser des niveaux des segments de marché différents. Quand vous avez une vision un peu plus marketing de la question, effectivement, il y a le premium qui est Canal+, et vous pouvez avoir des segments de marché qui aujourd'hui ne sont pas adressés avec des offres SVOD qui seraient un peu plus pertinentes.
Merci. Peut-être pour poursuivre le tour de table et du côté d'une autre personne qui avait hoché la tête au départ pendant l'intervention d'Emmanuel Gabla, qui est Olivier Enrard, ou de Jean-Michel Cougnon, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, qui avait l'air d'être pas forcément persuadé de l'intérêt de donner de la souplesse à Internet et qui a peut-être quelques questions aussi sur le financement et l'architecture financière qui est proposée. Donc Olivier Enrard, secrétaire général de SFR. Pour prendre quand même 30 secondes de champ avec la question posée, effectivement, le rapport Lescure, alors il a beaucoup de mérites, mais son premier mérite, c'est peut-être d'avoir mis en lumière de façon très explicite et pour la première fois le fait que les opérateurs de télécommunications sont l'autre partenaire du financement de la création dans ce pays avec les chaînes de télévision. Donc si je prends l'exemple de l'opérateur que je représente, si on additionne la rémunération pour copie privée, la contribution au CNC et celle qui représente la compensation de la suppression de la télévision sur l'audiovisuel public, on arrive à un petit peu plus de 100 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros que nous sommes absolument ravis d'acquitter, mais qui permettent de donner la juste mesure de notre contribution au financement de la création. Et donc à partir de ce moment-là, le rapport a mis également en exergue le fait que d'autres acteurs de l'Internet, que les fournisseurs d'accès que je représente, ne s'acquittaient pas dans la même mesure d'une juste contribution au financement de la création. Donc c'est vrai que notre souhait maintenant, c'est que sur cette question-là, pour laquelle un certain nombre de pistes ont été tracées, les pouvoirs publics puissent embrayer rapidement. Et donc je pense notamment à la piste fiscale. Bon. Alors, et de ce point de vue, c'est intéressant quand même d'articuler les réflexions du rapport Lescure avec celles du rapport Collin et Collin, qui ont été rendues publiques à peu près au même moment. Bon. Si je prends un premier sujet qui est celui de l'impôt sur les sociétés que nous, acteurs nationaux localisés en France, employant du personnel en France et localisant la totalité de notre activité économique en France, nous payons, s'agissant des nouveaux acteurs de l'Internet, des acteurs globaux, là pour le coup, les pistes elles sont à peu près clairement identifiées. On sait que le niveau d'action pertinent, il se trouve au niveau de l'OCDE. Bon. Ça fait quand même un petit moment qu'on le savait, et puis là, ça vient d'être dit à deux reprises avec ces deux rapports de la façon la plus ferme. Bon, or, je ne sache pas que les pouvoirs publics, et notamment le ministère en charge de la législation fiscale, et sa représentation à travers la représentation française à l'OCDE, est engagé un véritable travail pour faire en sorte que la position, semble-t-il, officielle de la France, c'est-à-dire la modification des conventions type de l'OCDE, pour prendre en considération la nature et les modalités d'exercice des activités des acteurs globaux de l'Internet soit véritablement prise en compte. Là, on est un petit peu dans le cas de figure de l'opéra classique où voilà le chœur sur la scène chante marchons, marchons, et puis tout le monde reste sur place. Donc là, on sait qu'il y a un travail absolument considérable, très ingrat, très peu spectaculaire, très peu médiatique à faire au niveau de l'OCDE. Et puis voilà, donc ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'on dit qu'il faut le faire, et puis personne ne le fait. Bon. Donc j'espère que la fenêtre d'opportunité qui s'ouvrira avec la mise en œuvre des préconisations du rapport Lescure sera l'occasion d'agir enfin à ce niveau-là. Dans le rapport Lescure, il y a une deuxième piste qui m'intéresse un tout petit peu moins, et que je trouve d'ailleurs assez paradoxale. C'est celle du remplacement progressif de la rémunération pour copie privée par une taxe sur les smartphones, pour faire simple. Bon. D'abord, je suis quand même un tout petit peu étonné parce que la rémunération pour copie privée, dont on nous explique qu'elle est sur le point de s'évanouir, en fait, son produit, lui, ne donne aucune espèce de signe de fléchissement. Donc le problème pointé est assez relatif. Par ailleurs, la rémunération pour copie privée, pour les ayants droit, elle a un immense mérite, c'est celui d'être directement versé aux ayants droit qui ont une maîtrise totale de l'utilisation de cette ressource. Pour les fournisseurs d'accès Internet ici présents, elle a aussi un mérite, c'est celui de permettre
dans une certaine mesure, une négociation du produit de la redevance. Alors évidemment, ces modalités de négociation, on peut les améliorer, on sait que c'est un sujet récurrent, mais en tout cas, le principe de la négociation de la ressource, lui, il est bien là. Et puis pour le gouvernement, la rémunération pour copie privée, elle a quand même un mérite immense par les temps qui courent, c'est qu'il ne s'agit pas d'une ressource publique. Voilà. Donc les 200 millions de la rémunération pour copie privée, ils ne sont pas maastrichtiens. Voilà. Donc c'est quand même le genre de petites choses à ne pas perdre totalement de vue avant de remettre en cause la rémunération pour copie privée et de laisser la place à un prélèvement fiscal. Bon. Si on veut vraiment travailler sur la rémunération pour copie privée, il y a d'autres sujets, probablement la question de l'homogénéité de son assiette qui se pose. Je veux dire, il y a des supports qui, de toute évidence, rentrent dans le champ de cette rémunération et qui aujourd'hui ne sont pas assujettis. Et évidemment, l'élargissement de l'assiette permettrait très probablement une meilleure répartition de la charge de cette légitime ressource des ayants droit entre l'ensemble des acteurs concernés à hauteur de leur implication respective dans le processus de copie. Voilà. J'imagine qu'une partie aussi de la mise en... Enfin, la partie des réponses se trouvera le 27 dans la décision que la Cour de justice rendra sur la taxe copée, parce que... Alors, ça c'est peut-être le dernier aspect que, effectivement, je n'avais pas abordé explicitement, puisque la question de savoir si la taxe affectée aujourd'hui au CNC doit prendre une autre forme, c'est-à-dire celle d'un prélèvement général sur l'ensemble du chiffre d'affaires des opérateurs et non plus sur une partie représentative de l'activité audiovisuelle. Bon, je crois qu'aujourd'hui tout est suspendu à cette direction, à cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, je voudrais quand même lever un petit drapeau d'avertissement, parce que le mécanisme qui est envisagé par le rapport Lescure, il est suivant. Donc, on passe d'une taxe affectée, à une taxe qui frappe l'ensemble du chiffre d'affaires des opérateurs et qui est affectée non plus à un établissement public déterminé, à une activité culturelle déterminée, mais à un fonds qui, en définitive, au gré des besoins, vient alimenter l'ensemble des activités qui sont placées sous la tutelle du ministère de la Culture. Bon, alors, je dois quand même manifester une petite réserve à l'égard d'un dispositif de cette nature. Alors, outre les incertitudes juridiques qu'on mentionnait, il me semble que imaginer un fonds généraliste, voilà, dont l'utilisation est laissée au gré du ministre, alimenté par un prélèvement greffé sur le chiffre d'affaires des opérateurs, c'est mettre en place une espèce d'incitation permanente à la débudgétisation des activités aujourd'hui prises en charge sur les crédits budgétaires du ministère de la Culture. Les temps sont durs, les tentations sont fortes. On peut imaginer que les perspectives d'évolution des crédits budgétaires du ministère de la Culture étant ce qu'elles sont à 3 ans, d'aucuns pourraient être tentés d'imaginer une évolution contraire du produit de la ressource affectée à ce fonds généraliste qui deviendrait une espèce de fonds pour le financement, de la culture. Voilà, telle n'est pas tout à fait la direction dans laquelle nous souhaitons que le gouvernement s'engage, bien évidemment. Merci beaucoup. Peut-être on a volontairement donné la parole un peu à l'ensemble des partis avant de la rendre aux politiques. Ce qui est bien quand on écoute Olivier Enrard, c'est qu'on sent qu'il y a du vécu dans ses propos de tension entre ministères sur l'affectation budgétaire. Moi, je voudrais d'abord, en propos introductif, dire que je pense que Pierre Lescure et l'ensemble de la mission a fait une remarquable analyse de la situation. Et ça, vous l'avez souligné. Il a montré comment le numérique représentait de formidables opportunités pour la diversité culturelle et l'accès à la culture du plus grand nombre. Donc, à la fois en termes de contenu, mais en termes d'accès aussi. Que le numérique représentait un changement des usages considérables et des comportements du consommateur, et que ça, il fallait le prendre en compte. Et je salue ici les gens qui ont parlé du public à cette table, parce que je pense que la première chose auquel il faut que nous, politiques, mais vous, acteurs, teniez compte, c'est qu'est-ce que veulent les gens, qu'est-ce que veulent les Français. En premier lieu, on se doit de répondre à leurs attentes de consommation. On se doit d'offrir une richesse culturelle, on doit défendre l'exception culturelle pour la richesse qu'elle apporte,
Mais en revanche, il faut qu'ils puissent consommer cette richesse culturelle de la façon qu'ils le veulent, parce que sinon, il y aura un fossé très rapide entre la consommation des Français et puisque la façon dont vous allez leur offrir. Et donc le numérique a rendu les consommateurs plus exigeants sans doute, puisqu'ils veulent consommer plus mais moins cher. C'est dit dans le rapport Levesque. Ils veulent plus de variété et plus tôt. Et ils estiment que la chronologie des médias leur conduit à une vraie frustration. Donc ça, il faut aussi que tous les acteurs l'entendent, même si je comprends bien les difficultés que ça peut représenter en matière de financement. Il met en avant aussi très clairement que les dispositifs actuels de financement de l'exception culturelle sont clairement menacés. Vous le savez tous, c'est évident, mais je préfère encore le rappeler. C'est-à-dire qu'il dit que la rémunération pour copie privée est très déstabilisée. Il dit que la chronologie des médias ne correspond plus aux attentes des consommateurs, je viens de lire. Il dit que tout ça est fondé sur des dispositifs législatifs anciens et que finalement, ce n'est pas forcément adapté au monde du numérique. Il dit clairement que la valeur s'est déplacée sur la chaîne de distribution. Donc il met bien en lumière les différents éléments et le panorama actuel. En revanche, je trouve que ces propositions ne sont pas à la hauteur de cette analyse. Et je le dis clairement, c'est-à-dire nous ne sommes pas sur un acte 2 de l'exception culturelle. Nous sommes sur une évolution de l'ensemble du mécano qui a été mis en place pour le financement de l'exception culturelle, sur des ajustements qui sont bien sûr pour les acteurs, ne sont pas des ajustements à la marge, mais ce n'est pas non plus une révolution. Ce n'est pas une révolution comme l'est la révolution des usages de consommation des biens culturels. Et donc j'ai peur que si on applique le rapport Lescure, même si certains d'ici à la table l'appellent de leur vœu aussi modestement que ce qui est proposé ici, en fait on se retrouve dans peut-être 3 ans, 4 ans avec la même interrogation, et que l'engagement du président de la République, et je le dis en tant que député de l'opposition, qui était de faire l'acte 2 l'exception culturelle, sera un mensonge pour les acteurs, comme ça sera un mensonge pour les Français aussi. Alors certes, le débat s'est concentré sur la suppression de la Hadopi. Bon, excusez-moi, quand on transfère les mêmes dispositifs d'une autorité à une autre, on est dans le symbolique, on n'est pas dans des mesures qui portent un sens pour les acteurs et qui vont porter un sens aussi pour les Français. On n'est pas dans une mesure politique, dans une mesure politique et dans un dialogue qui est à la hauteur des enjeux des enjeux de transformation qu'impacte le numérique. Deuxièmement, sur la Hadopi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus et qu'on regarde l'expertise, indépendamment, je dirais, de la loi, la Hadopi, la riposte graduée qui serait transférée au CSA, qu'on regarde l'expertise qu'a développée la Hadopi sur ces nouveaux usages, sur l'offre légale, qu'on ne perde pas cette expertise-là et qu'on ne reparte pas à zéro s'il y a un transfert au CSA. Il faut vraiment que dans le débat parlementaire, on ait le courage d'aller au-delà de la crispation qu'il peut avoir autour du terme Hadopi pour voir l'expertise qui a pu être développée sur la Hadopi et qu'on prenne le bon, en fait, aussi, parce qu'on a un enjeu de développement de l'offre légale en France, en particulier dans le cinéma. Je pense que la problématique de la musique aujourd'hui est différente. On a un vrai problème de financement du cinéma, et on l'a vu dans les débats de la table ronde, et je pense que les mesures du rapport Lescure ne sont pas suffisantes par rapport à cet enjeu. Quand je parle de la rémunération pour copie privée, aujourd'hui, il y a toujours des financements importants, mais le droit qui a été attaché à la copie privée dans le monde numérique n'est pas respecté, le droit du citoyen. Moi, je trouve ça scandaleux. Excusez-moi, je le dis comme ça. Donc, clairement, la rémunération pour copie privée, il faut la changer. Alors, je sais que les acteurs ici autour de la table n'aiment pas forcément qu'on remplace la rémunération pour copie privée par rapport à une taxe dans le budget général, parce qu'une fois que c'est une taxe dans le budget général, comme l'a clairement dit Olivier Henrard, il y a des risques
de non-financement. Mais ça, je suis désolée, c'est une question de décision politique et de courage politique aussi, de savoir ce qu'on veut faire de l'argent qu'on prend à des consommateurs, que ça soit sous forme de rémunération pour copier ou sous forme de taxes, et comment on l'affecte sur le financement du budget. Donc cette question, moi je me souviens de discussions avec Pierre Lescure qui me disait que fondamentalement, il n'était pas non plus très favorable aux taxes affectées. C'est pas dans une logique saine de bonne politique. Ce sont des sujets qui sont, enfin des positions qui ne sont pas forcément complètement partagées ni par mon parti politique, ni par la majorité actuelle. Mais c'est moi que vous avez invité ce matin, donc voilà. Et puisque le fin juillet viendra en discussion le premier projet de loi audiovisuel, est-ce que vous avez déjà décidé de proposer des amendements sur tel ou tel point? Non, mais le premier projet de loi audiovisuel qui arrive en juillet, c'est juste sur la nomination du président du CSA. Excusez-moi, de droite et de gauche, finalement, on s'en fiche un peu, non pas de la nomination du président du CSA qui est ici, mais finalement, l'enjeu de nos débats ce matin ne sont pas du tout liés à ça. Et dans le fond, on peut se le dire aussi entre quatre yeux, ça ne va rien changer parce que les membres du collège du CSA n'ont jamais nommé un président du CSA qui n'aurait pas été agréé par l'Élysée. Donc très bien, on fait ça. C'est vraiment une décision politique pour supprimer une mesure qu'avait voulu Nicolas Sarkozy. Je pense que le ministère de la Culture aurait dû le faire passer en juillet 2012, juste après les élections, que maintenant ça fait un peu réchauffer, mais très bien, ça va être adopté. C'est pas le débat. Est-ce que vous proposerez d'amender? Est-ce que vous amenderez? Mais non, mais on n'aura pas la possibilité d'amender parce que ça sera un cavalier législatif. Donc il faut attendre une vraie loi de réforme qui sont liées à la mise en place des dispositions issues du rapport Lescure, où là, il y aura un vrai débat parlementaire, à mon avis. Peut-être, si Olivier Schrammeck nous concède encore 5 minutes, faire un tour de table rapide, parce que j'ai vu, au fur et à mesure de ce qui se disait, évidemment, des réactions des uns des autres. Peut-être on va partir du bout de la table, et puis les uns les autres, en étant très concis, et puis peut-être sur, puisque... la mesure phare, celle qu'il vous faudrait absolument défendre à votre sens, et celle à l'inverse qu'il faudrait absolument combattre, peut-être? Je voulais simplement rebondir, et ça va prendre 30 secondes sur ce qu'Olivier a dit. Merci, Olivier, d'avoir rappelé combien le dispositif dit de la copie privée marche. Il a beaucoup plus de soutien en Europe qu'on ne le pense. Les vrais bénéficiaires, rappelons-le, sont les fabricants de matériel électronique. Aujourd'hui, le total des sommes qui vont aux créateurs de biens culturels qui permettent à ces fabricants de matériel de faire des marges représente un peu moins de 2% des marges considérées. Et par conséquent, gardons-nous surtout de cet excès d'intelligence française que le rapport Colin traduit si bien. Obtenir un jour que le CDE invente une taxe sur, en mauvais français, les big data, pourquoi pas? Je rappelle que le premier fabricant de données dans ce pays, c'est à la fois le ministère des Finances et la Sécurité sociale. Donc il faudra m'expliquer comment on va faire fonctionner ce système. En revanche, il y a une décision que les Européens ont prise à l'unanimité en 2007, qui est d'appliquer la TVA du pays du consommateur en 2015. Encore faudrait-il qu'on s'assure que cette décision ne soit pas repoussée par le lobbying luxembourgeois et irlandais à 2019, car il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois à la clé. Amazon ou iTunes au Luxembourg à 10% de taux de TVA contre 19,6%. C'est la vraie raison pour laquelle la FNAC a cessé de vendre des disques en format MP3 sur Internet en sous-traitant ça à Apple. Ça n'est pas parce qu'Apple est plus innovant. Moi, juste un point de calendrier. En fait, on a deux calendriers qui sont compliqués. On va parler de la chronologie des médias, mais le calendrier des discussions sur les nouvelles obligations, s'il y a de nouvelles obligations, notamment pour les nouveaux opérateurs, ne fait pas partie de ce premier calendrier, ce qui est un sujet d'interrogation pour nous. Voilà. Très bien. Jean-Michel Counillon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mesures positives, oui. Mesures négatives, mesures manquantes. Mesures positives, oui. La compétence donnée au CSA est une mesure positive. À partir du moment où le CSA est gardien des grands équilibres du secteur, il est normal qu'il ait une compétence élargie à ceux qui le déstabilisent. Par contre, il va falloir du courage politique pour lui donner les moyens constitutionnels de son action sur des acteurs qui n'occupent pas le domaine public dans le cadre d'une compétence qui est liée pour lui. Donc il faut aller plus loin dans les pouvoirs du CSA, et ce n'est pas la présence du président Schrammeck qui me fait dire ça, c'est l'analyse aujourd'hui de l'interconnexion
entre l'arrivée de ces opérateurs et la déstabilisation du marché de la télévision. La mauvaise mesure, c'est la SVOD à 18 mois. Pourquoi? Parce que tant que ces opérateurs ne mettront pas 100 millions, mais 1 milliard sur la table pour financer la création, c'est grâce à la chronologie des médias et à la préservation de ces fenêtres qu'on continuera à financer la filière. Donc toucher la filière sans préserver les grands équilibres, c'est extrêmement dangereux. Et en fait, la mesure qui manque aujourd'hui dans le rapport, c'est la revisitation fondamentale du statut de l'hébergeur qui a été définitivement écarté et qui est le cheval de Troie par lequel les opérateurs Internet rentrent dans le milieu audiovisuel sans régulation en le déstabilisant. Merci. Parfait, clair, très clair. De notre point de vue, oui, je pense qu'une action sur la chronologie des médias est utile, nécessaire et urgente, et que peut-être une réponse réglementaire n'est peut-être pas la réponse adaptée, et qu'une réponse contractuelle est également une voie possible. Emmanuel Gabella. La mesure vraiment positive, c'est qu'il faut effectivement que le CSA puisse avoir une action que vous verrez, elle sera positive, une action positive sur globalement l'Internet et les acteurs de l'Internet et la façon dont ils interagissent avec les autres acteurs ici. Le point manquant, moi, j'en vois pas à ce stade, parce qu'encore une fois, il y a 80 mesures. Donc 80 mesures, c'est quand même déjà pas mal, hein. Après, il faut regarder comment on les applique. Moi, je tiens quand même à rendre hommage au travail qu'a fait Pierre Lescure et sa mission. Alors, lors de la redire à dire que ça ne va pas assez loin, on peut toujours aller plus loin, ça c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est un bon départ, et maintenant, il suffit tout simplement de le mettre en musique. Ok, merci Olivier Enrard, pardon. De façon générale, faire en sorte que les partenaires essentiels du financement de la culture, que sont les opérateurs nationaux de télécommunications, puissent jouer sur le même terrain de jeu concurrentiel que les acteurs globaux de l'Internet. Et de ce point de vue, se poser la question, avant l'introduction de toute nouvelle contrainte réglementaire, et notamment fiscale, de l'effet produit respectivement sur les deux catégories d'acteurs, donc nous-mêmes et les acteurs globaux de l'Internet. Merci. Laure de la Rodière. En priorité, écouter ce que veut avoir le public en termes de consommation des biens culturels. Voilà. Merci Hervé Rony pour conclure cette table ronde. Écoutez, moi, je crois ce que je retiens, c'est que bon, il y a des désaccords importants sur la copie privée, mais sur l'audiovisuel, les choses avancent plutôt dans le bon sens. Je n'ai pas voulu, je le redis, c'est important que le directeur de l'ASCAM ne soit pas présenté comme celui qui veut tuer la chronologie des médias. Donc je redis aimablement que c'était pas ça. Et ce qui m'amuse, c'est qu'au début, je parlais de la contractualisation. Je reviens à cette idée forte de contractualisation. C'est surtout ça qui me paraît aujourd'hui déterminant. Merci beaucoup. Nous terminons donc cette table ronde.